Mon expérience me fait dire que établir un projet mondial et même dans une plus modeste dimension européenne, est extrêmement difficile. Là, nous voyons un produit fini, mais comme l'a souligné Françoise, il y a tout un travail en amont qui est considérable. Je me souviens que lorsque le groupe de travail de l'American Law Institute et d'Unidroit s'était réuni pour les premières fois à Rome, notre grand débat, nous, était quel degré de détail, quel approfondissement proposé pour des règles ou principes de ce type. Nous avions longuement débattu, principes, règles, il y a eu des publications sur cette question dans la revue d'Unidroit, et ce que je constate ici, c'est que, comme l'a dit Françoise d'ailleurs, nous avons un code qui contient un certain nombre de principes fondamentaux, des principes donc, mais également une partie beaucoup plus détaillée. Si je prends par exemple les dispositions de l'article 9 sur l'accès aux informations, elles me semblent aller plus dans le détail, bien entendu, que d'autres principes plus fondamentaux qui ont été évoqués par Nathalie également. Ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que à la lecture de ce code, moi je vois à la fois ce qui a été souligné, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons en commun sur les continents de notre univers, ce qu'on appelle le Common Core dans nos organisations internationales, mais je vois aussi très nettement une Better Law Approach, c'est-à-dire une recherche de la meilleure réglementation possible. Et Nathalie l'a souligné, il y a quand même un grand nombre de principes innovants. Moi, j'aime beaucoup l'article 10, j'en parlais avec elle hier, sur l'exécution alternative et participative. Le recours aux nouvelles technologies, certes, est un must, mais il est loin d'être réalisé totalement, même si on voit d'ores et déjà dans un certain nombre d'États, par exemple l'adjudication par voie électronique, etc. Le rétablissement du débiteur me fait penser à un débat qui avait eu lieu l'an dernier au Congrès des notaires de France sur ce qu'on appelle le droit au rebond. Eh bien, cet article-là s'inscrit tout à fait dans ce droit, j'ai envie de dire, humaniste au rebond, que je trouve particulièrement important et que j'accueille, moi, avec beaucoup de gratitude. Je trouve ça très important. Et puis aussi cette notion, dans l'article 29 notamment, de flexibilité des voies d'exécution. C'est un texte international, donc puisque c'est un texte et un code modèle, on va dire, bien entendu, vous l'avez vu, un certain nombre de ces dispositions renvoient à la loi nationale des États. Pour plus de détails, c'est une pratique commune et courante dans tous ces textes de, on va dire, de modélisation ou d'uniformisation, voire d'harmonisation. Ce que je voudrais dire, c'est que ce travail de l'Union internationale aura très certainement des répercussions dans d'autres sphères. À l'heure actuelle, Unidroit a poursuivi son travail qui avait été achevé en 2004 par des principes de procédure civile transnationale, et Unidroit a commencé en association avec l'Institut de droit européen à créer des groupes de travail visant à établir des règles européennes de procédure civile. Vous voyez, deux différences. Principes transnationaux, règles européennes. C'est-à-dire qu'on passe à un degré d'approfondissement et de détail beaucoup plus important que les principes que nous avions rédigés en 2003 et 2004. Et à l'heure actuelle, il y a 5 groupes de travail qui fonctionnent. Moi, je suis dans 2 d'entre eux. Il y a un groupe sur la preuve, j'en fais partie. Il y a un groupe sur notification et signification. Et Wendy Kennett, je crois, qui a été longtemps à l'Union, je ne sais pas si elle y est encore, en fait partie. Donc, les huissiers sont représentés. Il y a un groupe également sur mesures provisoires et conservatoires sur lesquels Nathalie s'est exprimée tout à l'heure. Et puis les 2 derniers groupes qui ont été créés récemment, et je suis reporter du premier d'entre eux, c'est litispendance et choses jugées. Un groupe assez difficile, c'est une question très difficile en droit comparé. En droit international, n'en parlons même pas. Et puis le deuxième groupe qui a été créé récemment, c'est tout ce qui concerne les droits et devoirs des parties au cours de l'instance, au cours de la procédure, et le case management par le juge. Ce que je veux ajouter, c'est que d'autres groupes sont créés régulièrement chaque année et qu'il a été envisagé à notre réunion générale de novembre 2014 à Rome de créer, pas tout de suite, mais peut-être plus tard, un groupe sur l'exécution. Et là, j'ai pris la parole pour parler du code en gestation, qui n'était pas encore publié. Yost a pris la parole pour soutenir mon intervention et nous avons dit que l'Union avait un savoir et une expertise particulière dans ce domaine et qu'elle devait absolument être impliquée si ce groupe de travail venait à voir le jour. Donc vous avez des oreilles et l'œil de Moscou dans ces différentes institutions. Alors pour conclure mon propos, je dirais que nous arrivons effectivement au jury du baccalauréat et que nous avons le produit, nous sommes extrêmement fiers de ce travail. Je
crois que maintenant, il faut vraiment le faire savoir, faire connaître l'outil. L'American Law Institute, pendant la rédaction de nos principes et après, avait organisé de nombreux colloques dans le monde entier. Elle avait financé un petit peu, pas énormément, mais avec les universitaires, avec les praticiens, il y avait eu véritablement un mouvement de discussion du produit en cours de rédaction et du produit achevé. Je crois que c'est important également que l'Union continue dans cette voie pour faire connaître cela, parce que le code est né, il faut le faire vivre, il faut favoriser son expansion. Et alors, je me tourne vers le président Nettern et son ou sa successeur. Je propose, si vous êtes intéressés, de rédiger un article en allemand sur le code dans une revue allemande pour faire connaître aux praticiens et aux universitaires allemands ce texte que je trouve magnifique. Voilà.